Bonsoir et bienvenue sur KTO si vous nous rejoignez à l'instant. Priorité au direct pour cette deuxième journée de la visite de Benoît XVI au Mexique. Buenas noches puisque nous sommes au milieu de la nuit. Buenas tardes là-bas au Mexique puisqu'il est 18h15. Et Benoît XVI se trouve à Guanajuato, qui est le chef-lieu de l'État qui porte le même nom de Guanajuato. On se trouve au centre du Mexique, cette ville de Guanajuato où se trouve une université, 70 000 habitants, une ville construite sur la hauteur, sur une colline. Mot à mot d'ailleurs, Guanajuato ça veut dire la colline des grenouilles. Et c'est actuellement le maire de la ville de Guanajuato qui accueille le pape et qui lui remet les clés de la ville. Benoît XVI qui va ensuite monter dans la papamobile qui va l'emmener au palais de la Casa del Conde-Rull, où il va effectuer une visite de courtoisie au président mexicain Felipe Calderón. Alors cette ville de Guanajuato est marquée par l'histoire tragique et mouvementée du Mexique, puisque cette ville fut le point de départ du soulèvement des indigènes contre la domination espagnole au début du 19e siècle. Un soulèvement mené d'ailleurs par un prêtre, Miguel Hidalgo, qui est considéré comme étant le père de la patrie. Ce soulèvement a marqué le premier acte d'indépendance du Mexique par rapport à l'Espagne. Et ce soulèvement, ça s'est mal terminé pour Miguel Hidalgo puisqu'il fut tout simplement décapité. Benedicto, amigo, Guanajuato está contigo. Benoît XVI va donc rencontrer le président Felipe Calderón. Ils auront un entretien privé hors micro et hors caméra. Et ensuite, Benoît XVI se présentera au balcon de ce palais de la Casa del Conde-Rull et il s'adressera à plusieurs milliers d'enfants réunis sur la place. Il leur donnera un message spécialement écrit pour eux, un message plein de simplicité et de tendresse, comme vous pourrez l'entendre tout à l'heure. Justement, ces enfants, on peut en dire un petit mot. Les défis de l'éducation au Mexique. À ce sujet, nous avons la correspondance d'un prêtre, le père Yves Perrault, qui est prêtre du diocèse de Nanterre. Il est en mission au Mexique depuis 40 ans. Eh bien, il est curé d'une paroisse dans un quartier pauvre de la banlieue nord de la capitale de Mexico, à Naucalpan. Et voici ce qu'il dit au sujet de l'éducation des enfants et des jeunes. La réalité des adolescents en secondaire est particulièrement très difficile sur place. La majorité ne s'intéresse pas aux études, les causes de fond sont multiples. La désintégration des familles, les moyens de communication, les portables dès la classe du primaire, Internet et enfin beaucoup de professeurs qui ont une double journée. Les profs au Mexique, en tout cas certains d'entre eux, sont profs dans 2 collèges différents pour gagner un peu plus d'argent. Donc ce défi de l'éducation, ce prêtre en mission au Mexique depuis 40 ans qui relève que sauf exception, les parents ne participent pas aux rencontres que proposent les directeurs des écoles, du moins c'est vrai sur cette paroisse, dans cette banlieue nord de la capitale de Mexico.
sans parler des cartels de drogue qui essaient de plus en plus de recruter des enfants, des adolescents et des jeunes. Et donc avec cet argent, les jeunes se laissent tenter et abandonnent rapidement l'école. Voilà, défi de l'éducation, défi de la pauvreté qui touche la jeunesse. Un thème à rappeler au moment où Benoît XVI s'apprête dans une demi-heure, 3/4 d'heure, à s'adresser à ses enfants réunis sur la place de la paix de la ville de Guanajuato. Alors quelques mots sur le sens de la visite de Benoît XVI pour la deuxième fois sur le continent latino-américain. Vous vous rappelez peut-être que Benoît XVI est déjà venu sur le continent sud-américain quand il est venu visiter le Brésil, mais c'est la première fois qu'il vient au Mexique, alors que Jean-Paul II s'y était rendu à 5 reprises. Il était venu en 2007 au Brésil, à Aparecida, au cours de la 5e conférence générale des évêques latino-américains et des Caraïbes. Benoît XVI avait ouvert les travaux de l'Assemblée, il avait promulgué le texte final, un texte qui a notamment comme piste de réflexion les peuples indigènes, la réforme des structures de l'Église, la place à accorder aux femmes, l'écologie et la formation des clercs, et puis une insistance sur l'option préférentielle des pauvres, et enfin sur la lecture de la parole de Dieu. Voilà ce texte qui fait force d'évangélisation et de pastorale à Aparecida en 2007 lors de cette 5e conférence générale et qui conduit encore la pastorale d'un certain nombre d'épiscopats en Amérique latine, qui a relancé une dynamique missionnaire pour tout le continent autour du thème central « Disciples missionnaires ». Guanajuato, cet état et la ville se trouve à 370 km au nord de Mexico. On compte 5 millions d'habitants pour l'ensemble de l'état de Guanajuato. C'est une des premières régions conquises par les Espagnols, une région riche en minerais, l'or, le plomb, le mercure et l'argent. 94% des habitants de l'état de Guanajuato se définissent comme catholiques. C'est une ville précolombienne qui existait avant l'arrivée des colons, mais qui a adopté, on le voit, cette magnifique architecture directement inspirée de l'architecture espagnole. 153 000 habitants, avec autour de la ville de nombreuses mines encore présentes, déclarées par l'UNESCO comme appartenant au patrimoine universel de l'humanité.
Alors ce matin, Benoît XVI a célébré une messe dans la chapelle du collège Miraflores où il est reçu depuis hier soir, où il a ses appartements pendant la partie mexicaine de ce voyage. C'est un collège qui est tenu par des sœurs, elles sont 9 et elles sont pas plus de 18 pour l'ensemble du Mexique. Et donc ce matin, Benoît XVI a eu une nuit de repos. Le porte-parole, le père Lombardi, a dit qu'il s'était reposé et qu'il allait bien. Et c'est ensuite, après cette deuxième rencontre publique ici à Guanajuato, c'est à ce collège de Miraflores à Léon que Benoît XVI va retourner tout à l'heure pour prendre un dîner et passer ensuite la nuit avant une journée importante demain, dimanche, jour du Seigneur, pour la messe qui sera célébrée à Léon, dans le parc du Bicentenaire. Alors un petit mot sur le premier discours qu'a tenu Benoît XVI hier, c'était à l'aéroport international lors de son arrivée. Ce pays, le Mexique, mais aussi ce continent latino-américain sont appelés à vivre l'espérance en Dieu comme une conviction profonde, en la convertissant en une attitude du cœur et en un engagement concret à cheminer ensemble vers un monde meilleur. Je prierai spécialement pour ceux qui en ont le plus besoin, particulièrement ceux qui souffrent à cause de rivalités anciennes ou nouvelles, de ressentiments et de formes de violence, a dit Benoît XVI, qui a donc dit à plusieurs reprises qu'il venait rencontrer le peuple mexicain, mais qu'il venait aussi rencontrer l'ensemble du peuple latino-américain. Alors, eh bien, cette foi catholique sur ce continent latino-américain, elle est énorme, hein, puisque c'est le continent qui a le plus de catholiques de tous les continents. Plus de 90% des 585 millions d'habitants en Amérique latine sont chrétiens. L'Église catholique représente 471 millions de fidèles. On compte 50 millions de fidèles pour les églises protestantes et l'église anglicane et 48 millions pour les églises chrétiennes indépendantes. Vous savez que les églises pentecôtistes évangéliques sont très vivantes depuis plusieurs dizaines d'années et la conférence des évêques latino-américains reconnaît qu'elle perd chaque année 1% de catholiques qui délaissent la confession catholique pour embrasser la foi protestante, notamment évangélique et pentecôtiste. On ne rappellera jamais assez l'importance des ordres religieux dans ce continent latino-américain. Plus de la moitié des prêtres en paroisse sont des religieux. Et un grand nombre d'évêques sont aussi membres de diverses congrégations religieuses, ce qui permet aux diocèses les plus pauvres d'être aidés par les congrégations religieuses originaires au nom d'Europe et qui aident particulièrement à la formation des prêtres, mais aussi des responsables d'animation pastorale.
Voilà, nous allons retrouver ce direct dans quelques instants, en direct de Guanajuato, ce chef-lieu de l'État qui est au centre du Mexique. Benoît XVI a voulu aller dans cette région du Mexique parce qu'elle est précisément au milieu et donc elle facilite la rencontre de tous les fidèles du pays, mais aussi des pays limitrophes, puisqu'on sait que des catholiques ou même des personnes d'autres confessions venant des autres pays latino-américains veulent rencontrer le pape et viendront participer notamment à la messe demain. Où à peu près 300 000 personnes sont attendues pour cette messe en plein air à León. Alors, quelques mots sur notamment l'importance de la protection de l'environnement. C'était un des thèmes que Benoît XVI avait évoqué lors de cette rencontre à Aparecida avec les évêques de l'ensemble de la conférence latino-américaine. Comme il était au Brésil, eh bien, Benoît XVI évoquait ainsi la défense de la forêt amazonienne, mais aussi de la dignité des populations indigènes. Le pape avait lancé aux évêques un appel notamment à stimuler la foi des jeunes et ces jeunes qui veulent vivre leur foi dans un certain enthousiasme, mais aussi appeler les jeunes à vivre leur foi dans leur responsabilité pour construire leur avenir, être des promoteurs de la famille qui défend la vie de son commencement à son déclin naturel. C'est ce qu'avait dit le pape lors de la cérémonie d'ouverture des travaux de cette 5e conférence des évêques du continent latino-américain en 2007. Voilà, nous voyons ces milliers d'enfants qui sont sur la place de la paix, des enfants à qui le pape va parler tout à l'heure, après sa rencontre avec le président Felipe Calderón. Voilà, on vient de lire sur une petite pancarte que soit bénie la lumière de ton regard, de tes yeux. Nous t'aimons. Voilà des mots très affectueux adressés au Saint-Père. Nous avons Philippine de Saint-Pierre, directrice des programmes et envoyée spéciale de KTO dans la suite papale pour ce voyage de Benoît XVI au Mexique. Bonsoir Philippine. Allô ? Oui, bonsoir Philippine, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir Arnaud. Alors pas besoin de vous demander quelle ambiance règne ici où vous êtes à Guanajuato parce que on le voit et on l'entend, c'est extrêmement chaleureux. Ben oui, vous le savez, après sa rencontre avec le président, le pape a rendez-vous avec les enfants et les jeunes. Ils sont quelques milliers sur la petite place de Guanajuato. Effectivement, depuis un long moment déjà, on alterne les chants, les danses, la musique et puis les cloches que on a fait sonner largement pendant les 10 dernières minutes. Alors un petit mot sur cette ferveur. Vous avez eu l'occasion de voir que la population était au rendez-vous, notamment sur les trajets qui séparent d'un point à l'autre le parcours du pape. Ben oui, écoutez, on l'avait vu hier déjà, la foule massée sans interruption sur les 35 km entre l'aéroport et la résidence du pape. Eh bien, cet après-midi, donc le chemin de León à Guanajuato, c'est à peu près une 60 km. Et on a croisé de très très nombreux groupes qui étaient massés sur le trajet prévu pour le pape, avec des ballons jaunes et blancs, des petits drapeaux du Vatican, tout le monde en t-shirt blanc et qui s'apprêtait à saluer le passage du Saint-Père. Et puis beaucoup de façades sont pavoisées de blanc et de jaune. Vraiment, c'est le Mexique, la région, en tout cas de Guanajuato, qui accueille avec ferveur le pape. Et avec de très très nombreux panneaux publicitaires aussi qui sont sponsorisés par des marques. Alors des marques locales ou des grands groupes internationaux, des marques qu'on connaît chez nous, qui ont offert ces panneaux et qui les signent avec de grandes photos
du pape et marqué Bienvenue Benoît XVI. Vous êtes passé aussi à côté du parc où sera célébrée la messe en plein air demain. Tout est prêt? Écoutez, oui, non seulement tout est prêt, mais les gens aussi commencent à être prêts, puisqu'on est passé vers 4 heures de l'après-midi ici devant ce parc du Bicentenaire, et il y avait déjà des files de pèlerins qui s'apprêtaient à passer les portiques de sécurité, équipés de sacs de couchage, manifestement pour aller y passer la nuit en attendant Benoît XVI demain matin qui ira y célébrer la messe. Voilà, une messe sur le temps, 300 000 personnes demain pour célébrer cette messe. Alors actuellement, donc nous n'avons pas les images, mais Benoît XVI rencontre ou va rencontrer, ça y est, on voit la Papamobile qui arrive au palais. Donc Benoît XVI s'apprête à rencontrer le président Felipe Calderón. Alors pourquoi parle-t-on de visite de courtoisie? Écoutez, il est évident que le pape se rend dans un pays, il y a un entretien avec les autorités civiles. Le président Calderón lui-même s'était rendu au Vatican en 2007 pour annoncer l'invitation de son pays à Benoît XVI à venir le visiter. C'est bien différent de la situation qui régnait en 1979. Mais ici, on est très très attentif à ce que cette visite ne puisse pas avoir d'interprétation politique, parce que comme en France, le Mexique est à quelques semaines d'une élection présidentielle. Alors c'est un peu particulier parce que le président Calderón ne peut pas se représenter, c'est ce que dit la Constitution, c'est un seul mandat de 6 ans. Mais les partis politiques sont attentifs à ce que personne ne puisse récupérer la visite du pape. Il y a donc très peu de communication politique ici dans les médias à ce sujet. Oui, rappelons aussi que le Mexique vit un renouvellement politique après 54 ans de présence exclusive du Parti révolutionnaire institutionnel, le PRI, jusqu'en 2000. Et il connaît une alternance que depuis une douzaine d'années finalement. Il y a eu un premier mandat du président Vicente Fox, puis le mandat de Felipe Calderón qui s'achève. Mais les sondages ici sont très très partagés pour l'heure concernant cette prochaine échéance, avec 3 grands partis, 3 candidats qui sont importants, et donc les intentions de vote varient d'un sondage à l'autre, mais le PRI, donc ce parti qui a dirigé le Mexique pendant plus d'un demi-siècle, semble potentiellement en bonne voie pour revenir au pouvoir. En tout cas, c'est une vraie possibilité. Alors, un des thèmes, restons aussi dans le domaine politique, puisque Benoît XVI s'apprête à rencontrer le président Felipe Calderón. Un des thèmes qui est déjà apparu dans le discours et du président et du pape, c'est bien sûr la violence due aux narcotrafiquants. Alors, un des reproches que l'on fait au président Felipe Calderón, c'est d'avoir axé cette lutte contre les narcotrafiquants uniquement d'un point de vue militaire. Et ce qui a provoqué donc plus de violence finalement que de pacification. C'est un des points qui est un petit peu à la charge de ce président actuellement. Oui, c'est un sentiment répandu dans la population qui est excédée et terrorisée par l'insécurité. Ça avait commencé déjà cette lutte contre le narcotrafic et les cartels sous Vicente Fox, mais les diverses forces de sécurité militaires ou paramilitaires qui interviennent dans cette lutte interviennent elles aussi avec beaucoup de violence. Et quand on parle des 50 000 victimes de violence, des 50 000 morts au cours des 5 dernières années ici, il y a des membres des cartels, des trafiquants de drogue parmi les victimes. Il y a des policiers et des militaires qui sont tués par les trafiquants de drogue, mais il y a aussi beaucoup de personnes civiles qui sont également victimes de ces interventions extrêmement violentes. Voilà, Philippines, hélas, pour l'instant, on va peut-être en s'en tenir là parce que la communication devient très très mauvaise. On espère pouvoir vous retrouver dans quelques instants, peut-être retrouver une ligne correcte, un peu meilleure. Actuellement, donc, Benoît XVI salue la foule. Il n'est pas encore entré dans le palais de la Casa del Conde Urul. Voilà, on espère vous retrouver tout à l'heure.
Et justement, cette mention de la présence de la drogue dans ce pays du Mexique est un des thèmes récurrents qui est apparu dans la parole que Benoît XVI a adressée aux évêques réunis à Aparecida en 2007. Et tous les évêques du continent latino-américain, du moins les évêques représentés à la conférence. Et on parle beaucoup de cette rencontre à Aparecida parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle marque encore la pastorale dans ce continent latino-américain. Benoît XVI avait lancé un appel à respecter les lois du pays envers l'État. Il avait évité de parler de la théologie de la libération, puisqu'on se souvient que avant qu'il ne soit pape, eh bien Joseph Ratzinger, comme préfet de la Congrégation de la foi, regardait d'un œil assez critique l'expression de la théologie de la libération. Il avait demandé de nombreux éclaircissements, notamment de la part de l'un de ses pères, de ses fondateurs, le père Gustavo Gutiérrez, qui a dû expliciter quel était le sens de cette libération, qu'elle n'était pas uniquement politique, mais que c'était bien une libération de tout l'homme, spirituelle, humaine, mais aussi qui avait des incidences sur l'organisation de la cité. Donc en 2007, Benoît XVI ne parle pas explicitement de théologie de libération, mais il invite les catholiques à prendre des initiatives pastorales sociales pour qu'elles soient orientées vers le bien des pauvres et des malades. Et toute initiative qui porte en son sein l'attention des pauvres et des malades porte en elle le sceau divin, a dit Benoît XVI. Je cite encore le pape à Aparecida au Brésil en 2007. C'est seulement des saints, c'est seulement de Dieu que vient la véritable révolution. Les pauvres encore, poursuit le pape, sont les destinataires privilégiés de l'évangile. Les communautés chrétiennes doivent donc les soutenir spirituellement, humainement et matériellement. Voilà, on a entendu un des chants traditionnels mexicains. C'est en chantant que le cœur retrouve du courage. C'est un petit peu ces paroles que nous avons entendues. Alors que le pape est entré, on suppose, parce qu'on n'a pas vu les images. Voilà, ça y est, il est accueilli par le président Felipe Calderón et son épouse. Actuellement dans ce palais où va avoir lieu maintenant une rencontre à titre privé, sans images, sans caméra. Ce palais de la Casa del Conde-Rul du XVIIIe siècle, qui est en fait le siège du gouvernement de cet État de Guanajuato. Et pendant que le pape va avoir cette rencontre avec le président Calderón, eh bien, il y aura parallèlement dans une autre salle une rencontre entre les délégations respectives des cardinaux et des membres du gouvernement. Voilà, on aperçoit le père Federico Lombardi au milieu, porte-parole du Saint-Siège, directeur de Radio Vatican du CTV, le centre télévisé du Vatican qui coordonne les images.
Alors on peut les applaudir, ils sont très bons, hein, ces enfants et ces jeunes musiciens. Voilà, on aurait dit une musique de western. Alors les organisateurs du voyage du pape ont tenu à ce que le pape entre par derrière le bâtiment pour laisser plus de place justement sur cette place de la Paix où se trouve l'entrée principale du palais de la Casa del Canderul et permettre ainsi à plus de monde de se trouver sur la place et d'écouter les paroles que va adresser le pape aux enfants tout à l'heure dans quelques minutes après la rencontre avec le président Felipe Calderón.
En direct de Guanajuato, où le pape Benoît XVI rencontre actuellement le président Felipe Calderón pour cette visite de courtoisie, pour ce deuxième jour du voyage du pape, 23e voyage apostolique de Benoît XVI. Et nous avons à nouveau en ligne Philippine de Saint-Pierre. Vous êtes parmi les enfants que nous voyons, voilà, qui sont des enfants musiciens qui se débrouillent pas mal quand même, des orchestres et qui donnent pas mal. Et puis ils savent taper des mains, beaucoup d'ambiance. Taper des mains et crier aussi et sonner les cloches. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Oui. Et puis courir parce qu'en fait pendant que Benoît XVI entrait dans le palais, ici il y a eu un grand mouvement de foule parce que plusieurs centaines de personnes qui s'étaient massées sur le trajet jusqu'au palais ont voulu gagner la place. Autant vous dire que les barrières de sécurité n'ont pas résisté 5 minutes et la place a été littéralement envahie. Et on voit les enfants de plusieurs générations. Il y a des tout petits, des plus grands, des collégiens, des lycéens. Il y en a un peu pour tous les tranches d'âge. Il y a les enfants et les jeunes. Au départ, c'est une rencontre à destination des enfants. Donc, dans les tout premiers rangs, vous voyez plutôt les petits, les primaires. Et puis, il y a évidemment tous les mouvements de jeunes, les collégiens, les lycéens qui sont présents aussi. Et je vous dis, depuis une dizaine de minutes, c'est toute la population présente sur le parcours de la Papa Mobile à proximité qui a gagné la place. Est-ce qu'on sait un petit peu la pastorale des enfants ou de la jeunesse au Mexique? C'est une pastorale qui est dynamique, avec des mouvements que l'on connaît, ou une pastorale très spécifique à ce pays? Écoutez, certainement, pour ma part, j'y suis arrivée hier, autant dire que je ne maîtrise pas encore la profondeur de l'action pastorale de l'Église dans toutes ses dimensions. Ce que nous ont dit les évêques d'ici qu'on a pu rencontrer, c'est qu'il y a évidemment beaucoup d'enjeux pastoraux ici, en particulier la présence auprès des populations les plus pauvres et des enfants abandonnés en particulier, ou des enfants contraints de mendier ou d'entrer dans une criminalité pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Donc l'Église ici, comme ailleurs, tâche d'être particulièrement présente auprès de ceux-là, et puis d'accompagner aussi la religiosité populaire très développée, très naturelle, et qui parfois à certaines époques a pu être traitée un peu de haut par l'Église catholique, ce que l'on regrette aujourd'hui, d'autant que c'est un élément qui a pu favoriser le développement exponentiel des églises pentecôtistes. Il ne s'agit pas là évidemment spécifiquement de la pastorale des enfants, mais de toute l'approche à l'égard des populations qui naturellement pratiquent cette religiosité populaire sur laquelle l'Église catholique revient très présente aujourd'hui. Très bien. Un petit mot, Philippine, sur la journée de demain, journée importante avec une messe célébrée en plein air, 300 000 personnes qui sont attendues. Ça va être le cœur de la visite du pape au Mexique demain. Oui, c'est la journée la plus chargée, c'est la journée la plus importante, avec cette messe dans un lieu symbolique fort pour les Mexicains et ceux de la région en particulier, puisque ça s'appelle le parc du bicentenaire. C'est le bicentenaire de l'indépendance du Mexique. Et donc c'est là que Benoît XVI célébrera la première et la seule messe de ce séjour au Mexique, où on attend effectivement des centaines de milliers de personnes. Il faut savoir que ce parc devant lequel on est passé tout à l'heure n'est pas immense non plus, mais il sera probablement aussi plein que possible, à en croire les files de pèlerins dont je vous parlais tout à l'heure, qui se massent déjà devant ce parc. Donc grand-messe demain matin, et puis enfin ce sera le soir pour vous, il sera 18h. Et puis un autre rendez-vous dans l'après-midi, Benoît XVI à la cathédrale de Léon va célébrer l'office des vêpres avec les évêques du Mexique, mais aussi des représentants de tous les épiscopats d'Amérique latine. Et donc là ce sera un moment important aussi, une attention sans doute à prêter à l'homélie de Benoît XVI à cette occasion, qui devrait être dans la ligne de l'homélie qu'il avait donnée lorsqu'il avait rencontré tous les épiscopats latino-américains au cours de sa visite au Brésil. Donc rencontre avec les évêques, prière des vêpres demain après-midi. Il sera, je crois, près de 2h du matin en Europe, et on rappelle que pour ceux qui dorment, il faut retrouver sur Internet ces différents rendez-vous du pape au Mexique. Voilà, ceux qui dorment ont le droit de dormir, et donc peuvent regarder en décalé, en différé sur le site Internet cette retransmission. Pour terminer, Philippine, avant de se séparer, vous êtes à ce deuxième jour de ce voyage du pape. Qu'est-ce qui vous marque à l'instant présent de ce deuxième jour de visite du pape au Mexique? Bah écoutez, deux choses. D'abord, la véritable joie, la ferveur
ferveur avec laquelle le Mexique accueille Benoît XVI. Il y avait un panneau tout à l'heure sur la route. Lorsque les moments sont importants, nous savons être tous unis ici au Mexique. C'était pas signé, je ne sais pas qui est l'auteur de ce panneau, mais manifestement, en tout cas, c'est avec une grande ferveur que dans cet état central du Mexique, on accueille Benoît XVI. Et on en est témoin à chaque minute. Une vraie atmosphère de fête très joyeuse, vous l'entendez derrière moi, ça s'exprime beaucoup, mais aussi très tranquille, très familial, très calme. Et puis l'autre chose qui me marque beaucoup, c'est malgré la fatigue, malgré le poids des ans, il ne faut pas le cacher, c'est la joie qu'a Benoît XVI de cette visite, une joie qui est visible à plusieurs moments sur son visage, très tranquille, très serein. La fatigue est certainement là. Elle est là pour nous, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas là pour lui après ce long voyage et avec le décalage horaire. Mais quand il dit qu'il est heureux de ce voyage au Mexique, on a toutes les raisons de le croire, son visage et toutes ses attitudes en témoignent. Et puis on n'a pas vu sa canne alors qu'on en avait parlé lors de son départ de Rome. Ah, elle est là. Sa canne, la presse en a parlé parce qu'il s'en est servi pour descendre de l'hélicoptère à l'arrivée à l'aéroport de Rome. Et donc la canne est probablement montée dans l'avion. Mais la canne, d'abord, pour un homme de 85 ans, on voit pas bien ce qu'elle aurait de scandaleux. Par surcroît, sa canne, c'est pas la première fois qu'on la voit. Souvenez-vous, au JMJ à Madrid, par exemple, il y avait eu des photos du pape dans le jardin de l'Annonciature qui faisait quelques pas avec cette canne à la demande de son médecin. Il faut rappeler qu'il souffre des articulations, Benoît XVI, et donc la marche et la station debout lui sont parfois difficiles et c'est la raison de la présence de cette canne qui a le don, semble-t-il, de fasciner momentanément certains journalistes. Merci Philippine d'être avec nous en direct de Guanajuato, envoyé spécial de KTO pour suivre ce voyage du pape au Mexique et à Cuba. On vous retrouvera donc demain et puis bien sûr on suit les flashs que vous envoyez qui font un point régulier sur ce voyage. Alors je vous propose quelques mots de géopolitique si vous le voulez bien sur le Mexique. On a parlé de l'indépendance du Mexique qui a commencé dans les années 1812-1813 avec les premiers mouvements d'indépendance, mais qui a été formalisé en 1821, indépendance par rapport à l'Espagne bien sûr. C'était alors à l'époque un territoire beaucoup plus vaste que ce que l'on connaît maintenant, car il comprenait des parties qui ont été cédées par la suite aux États-Unis d'Amérique. L'État fédéral comprend 31 États, plus le district fédéral du Mexique, qui coïncide avec Mexico, la capitale. Alors ces États qui appartenaient au Mexique et qui ont été cédés ensuite aux États-Unis, eh bien il y en a plusieurs. Il y a eu aussi le Texas par exemple, ce qu'on appelle maintenant aux États-Unis le Nouveau-Mexique, le Nevada également, l'État de l'Utah.
et puis une grande partie du Colorado et du Wyoming qui faisait partie tout cela donc de cet immense empire du Mexique. Le Mexique est un pays qui est habité depuis au moins 30 000 ans, traversé par différentes civilisations, les Olmèques, la civilisation Teotihuacan, les Zapotèques, les Mayas et les fameux Aztèques également. La découverte de l'Amérique, alors une question à 5 000 € ou à 5 000 pesetas, eh bien c'est par Christophe Colomb en 1492, on révise ses manuels d'histoire. Et puis 25 ans plus tard, eh bien c'est Cordoba qui rejoint la côte du Yucatan en passant par Cuba. 2 autres expéditions vont suivre, dont la plus fameuse menée par Cortés. Et on se souvient, c'est du moins que ce que raconte l'histoire, que alors que la première rencontre entre les Espagnols et les Indiens fut plutôt pacifique, eh bien il n'en fut pas de même pour les suivantes qui furent violentes et féroces, avec une répression sanglante. Notamment les derniers chefs de l'Empire aztèque qui sont morts en captivité. Humiliation suprême pour ce peuple qui voit son chef mourir en prison.
En direct de Guanajuato, au centre du Mexique. Si vous suivez avec nous en direct cette retransmission, eh bien, votre téléphone portable a peut-être fait la manipulation tout seul et a changé d'heure. Vous savez qu'il y a quelques minutes, il était 2 heures et puis depuis déjà 8 minutes, eh bien, il est 3 heures du matin. Ça va pas nous arranger pour nos heures de sommeil, ça, puisqu'on perd 1 heure très clairement. Mais voilà, c'est comme ça depuis un certain nombre d'années. On n'y peut rien. Et là-bas au Mexique, il est 19h maintenant. Maintenant, oui, c'est ça. 19h, Benoît XVI va s'adresser aux milliers d'enfants réunis sur cette place de la paix qui sont venus entendre le message qu'il va leur adresser spécialement pour eux. Eh bien, continuons, si vous le voulez bien, cette histoire du Mexique et puis l'arrivée d'abord pacifique des Espagnols et ensuite très violente et féroce. Le territoire a été conquis ensuite par Cortés et ce territoire s'étend alors du Guatemala actuel jusqu'à une grande partie sud des États-Unis et ce territoire on l'appelle tout naturellement la Nouvelle-Espagne. Alors parmi les premiers missionnaires de ce 15e siècle finissant, début 16e siècle, on retiendra les noms de Vasco de Quiroga, de Motolinia, Martin de Valencia ou le dominicain Bartolomé de las Casas. L'un des premiers, un des seuls, ils n'étaient pas très nombreux, à défendre l'idée que les Indiens pouvaient avoir, devinez quoi, une âme. C'est une question majeure puisqu'elle avait forcément des incidences sur la pastorale, la façon d'aborder ces Indiens, la façon de leur communiquer l'évangile. À partir du moment où on considérait qu'ils n'avaient ou pas une âme, forcément, eh bien on justifiait des exactions qu'on ne pouvait pas accepter si l'on considérait que ces Indiens étaient nos semblables.
Là, on a entendu une hymne de cette ville de Guanajuato, chantée par les enfants sur la place de la Paix. Alors, nous entamons un nouveau chapitre de l'histoire du Mexique et nous en étions restés à la constitution de cette nouvelle Espagne. Charles Quint, empereur d'Espagne, qui nomme alors vice-roi de la Nouvelle-Espagne, Mexico. Eh bien, un nom que les amateurs d'un dessin animé d'une certaine génération, les mystérieuses cités d'or, un nom que ces amateurs vont retenir, c'est Antonio de Mendoza, qui a été vice-roi de la Nouvelle-Espagne. La domination espagnole va durer 3 siècles jusqu'en 1821. Et c'est notamment dans cet état de Guanajuato que un prêtre, Miguel Hidalgo, va conduire une armée d'indigènes à se soulever contre la domination espagnole. Et ce mouvement va signer le premier acte d'indépendance en 1813, officialisé donc en 1821. Alors ensuite, eh bien, le Mexique va connaître de nombreux troubles, des guerres qui vont éclater de part et d'autre du pays, avec notamment la proclamation d'indépendance de plusieurs républiques, notamment celle du Texas au nord du Mexique, mais aussi l'indépendance du Guatemala au sud. Alors ces troubles vont provoquer l'intervention de la France avec une expédition militaire envoyée par Napoléon III qui va momentanément stabiliser la situation politique. Avant qu'une nouvelle guerre éclate entre le Mexique et les États-Unis, lorsque le Texas fut annexé par les États-Unis. Une guerre avec ce pays voisin qui va se terminer par un traité où le Mexique va capituler puisqu'il va perdre 40% de son territoire, c'est énorme, au profit des États-Unis qui vont donc absorber tous ces États et ces territoires qui appartenaient au Mexique. Alors de cette guerre notamment conduite par les Français sous la conduite de Napoléon III, eh bien va sortir un héros mexicain vainqueur, c'est Porfirio Díaz qui va devenir président de la République du Mexique. Mais va s'en suivre une guerre civile avec l'arrivée de la révolution mexicaine instituée au Mexique, très anticléricale, et une nouvelle constitution en 1917, anti-religieuse. Et cette politique anti-religieuse va conduire certains catholiques à se soulever, à refuser que la religion soit muselée et à prendre aussi les armes. On les appelle les cristeros, qui défendent la liberté religieuse, mais en prenant donc les armes, ce qui n'était pas sans poser quelques questions à l'Église jusqu'au Vatican qui hésitait à soutenir trop ouvertement ce mouvement à cause justement de cet aspect de lutte armée. Alors la guerre civile entre l'État et l'Église va s'apaiser un petit peu en 1921 avec un accord qui va permettre une relative liberté religieuse. Mais vous savez que le PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel, va prendre le pouvoir en 1946 jusqu'en 2000, donc 54 ans avec un seul parti politique à la tête de l'État. C'est quand même assez long.
Voilà, jusqu'en 2000, l'année qui a vu la victoire du président Vicente Fox, candidat du Parti de l'Action nationale, qui est le parti du président actuel, Felipe Calderón, qui a succédé donc à Vicente Fox en 2006 et qui termine son mandat de 6 ans cette année. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur l'histoire résumée du Mexique et la situation de la politique actuelle dans ce pays de 111 millions d'habitants.
Alors quelques petites anecdotes en attendant que Benoît XVI sorte voilà, du palais où il a rencontré le président Felipe Calderón. Eh bien, au cours de son voyage entre Rome et le Mexique, de façon inhabituelle, eh bien, un cadeau lui a été remis par des journalistes mexicains présents dans la suite papale. C'est avec un éclat de rire très spontané que le pape a reçu un iPod contenant de la musique mexicaine de la part de ces journalistes. Philippine de Saint-Pierre nous a confirmé que c'était un éclat de rire très spontané parce que les journalistes lui ont dit qu'ils considéraient que c'était un pape très technologique, car il savait que Benoît XVI avait ouvert un compte Twitter il n'y a pas très longtemps, et donc c'est pour cette raison qu'il lui offre cet iPod pour écouter de la musique mexicaine pendant son séjour. Voilà, Benoît XVI veut maintenant s'adresser à ces milliers d'enfants réunis sur la place de la Paix à Guanajuato, qui sont venus écouter le message que leur adresse le Saint-Père maintenant. Je suis content de pouvoir vous rencontrer et de voir vos visages remplir cette belle place. Vous occupez une place très importante dans le cœur du pape. En ce moment, je voudrais que le sachent tous les enfants du Mexique, particulièrement ceux qui supportent le poids de la souffrance, de l'abandon, de la violence, de la faim, qui durant ces mois, à cause de la sécheresse, s'est fait ressentir fortement dans certaines régions. Merci pour cette rencontre de foi, pour la présence festive et pour le recueillement que vous avez exprimé par des chants. Aujourd'hui, nous sommes... C'est très important. Dieu veut que nous soyons toujours heureux. Il nous connaît, il nous aime. Si nous laissons l'amour du Christ changer notre cœur, alors nous pourrons changer le monde. C'est le secret de la vraie joie. Ce lieu où nous nous rencontrons porte un nom qui exprime l'aspiration présente dans le corps de tous les peuples, la paix. Un don qui vient d'en haut. La paix soit avec vous. Ce sont les paroles du Seigneur ressuscité. Nous les écoutons durant chaque messe et elles résonnent de nouveau ici aujourd'hui avec l'espérance que chacun se transforme en semeur et messager de cette paix pour laquelle le Christ a donné sa vie. Le disciple de Jésus ne répond pas au mal par le mal. Au contraire, il est toujours l'instrument du bien, le héros du pardon, le porteur de la joie, le serviteur de l'unité. Jésus désire écrire à chacun de vos vies une histoire d'amitié. Tenez-le donc comme le meilleur de vos amis. Il ne se fatiguera pas de vous dire d'aimer toujours chacun
et de faire le bien. Vous l'écouterez si vous entendrez à tout moment une relation constante avec lui qui vous aidera même dans les situations les plus difficiles. Je suis venu afin que vous ressentiez mon affection. Chacun de vous est un cadeau de Dieu pour le Mexique et pour le monde. Votre famille, l'Église, l'école et ceux qui portent une responsabilité dans la société doivent travailler ensemble afin que vous puissiez recevoir un héritage, un monde meilleur, sans envie ni division. Pour cela, je désire élever ma voix pour inviter chacun à protéger les enfants et avoir soin d'eux afin que jamais leur sourire ne s'éteigne, qu'ils puissent vivre en paix et voir l'avenir avec confiance. Vous n'êtes pas seuls, mes chers petits amis. Comptez sur l'aide du Christ de son Église pour mener un style de vie chrétien. Participez à la messe du dimanche, à la catéchèse, à quelques groupes d'apostolat, cherchant des lieux de prière, de fraternité et de charité. C'est ainsi qu'ont vécu les bienheureux Cristobal Antonio et Juan et les petits martyrs Tisquela qui, connaissant Jésus au temps de la première évangélisation du Mexique, ont découvert qu'il n'existait pas de trésor plus grand que lui. Ils étaient petits comme vous, et d'eux, nous pouvons apprendre qu'il n'y a pas d'âge pour aimer et servir. Je désirerais rester plus longtemps avec vous. Mais je dois déjà partir. Nous resterons unis par la prière. Je vous invite également à prier continuellement, aussi à la maison. Ainsi, vous expérimenterez la joie de parler avec Dieu en famille. Priez pour tous, pour moi aussi. Je prierai pour vous. Je prie pour vous, pour que le Mexique soit un lieu dans lequel tous ses enfants puissent vivre avec sérénité et dans l'harmonie. Je vous bénis de tout cœur et je vous demande d'apporter l'affection et la bénédiction du pape à vos parents et à vos frères et sœurs, ainsi qu'aux autres personnes qui vous sont chères. Que la Vierge Marie vous accompagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes petits amis.
Deuxième discours de Benoît XVI au cours de ce voyage au Mexique. Plus qu'un discours, c'était une salutation adressée à ces milliers d'enfants réunis à Guanajuato sur la place de la Paix. Voilà Benoît XVI qui vient de dire qu'il désirait rester plus longtemps avec les enfants avec lesquels il parlait, mais qu'il doit repartir. Il va rentrer dans la résidence du collège Miraflores qui se trouve à 64 km de Guanajuato, où il va maintenant prendre son dîner et se reposer avant la journée importante de demain, où sera célébrée la messe en plein air en présence de 300 000 personnes au moins dans ce parc du bicentenaire à Silao. On se trouvera à quelques kilomètres, toujours dans la même région du centre du Mexique. Le président Felipe Calderón qui a présenté notamment un couple qui, d'après ce que nous avons compris, aurait eu un accident d'avion et qui sont donc rescapés de cet accident. Et le président Calderón les a présentés au pape pour qu'il puisse les bénir. Retenons quelques mots que vient de prononcer Benoît XVI aux enfants. Vous occupez une place très importante dans le cœur du pape, a dit Benoît XVI. Je voudrais que le sachent tous les enfants du Mexique, et particulièrement ceux qui supportent le poids de la souffrance, de l'abandon, de la violence ou de la faim qui, durant ces mois, à cause de la sécheresse, s'est fait ressentir fortement dans certaines régions. Si nous laissons l'amour du Christ changer notre cœur, alors nous pourrons changer le monde. C'est là le secret de la vraie joie, a continué le Saint-Père. Je désire élever ma voix pour inviter chacun à protéger les enfants et à avoir soin d'eux afin que jamais leur sourire ne s'éteigne, qu'ils puissent vivre en paix et voir l'avenir avec confiance. Vous n'êtes pas seuls, mes chers petits amis, a dit Benoît XVI aux enfants. Comptez sur l'aide du Christ et de son Église pour mener un style de vie chrétien. Priez pour tous, pour moi aussi. Je prierai pour vous pour que le Mexique soit un lieu dans lequel tous ces enfants puissent vivre avec sérénité et dans l'harmonie, a conclu Benoît XVI.
Te queremos, nous t'aimons, Benoît XVI, Benvenido al Papa, bienvenue au pape, on l'a vu, écrit à de nombreuses reprises, le message est clair. Voilà, on en termine pour cette retransmission, on vous donne rendez-vous demain, ou dans quelques heures comme vous souhaitez, mais ça sera en fin de journée, un petit peu avant 18 h, après la retransmission des conférences de carême depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris, eh bien nous poursuivrons la fin d'après-midi avec la retransmission de la messe en plein air, l'étape phare de cette étape mexicaine de Benoît XVI, cette grande messe en présence de 22 conférences épiscopales de l'Amérique latine et des Caraïbes, suivie des vêpres célébrées avec les évêques du Mexique et de l'Amérique latine. Buenas noches, c'est encore temps de vous le dire. Nous retrouverons toute l'équipe avec grand plaisir dès demain soir. Bonne nuit et à demain.